Salut à tous, vous écoutez le podcast du débriefing de Formule 1. Pour ce deuxième numéro, on va parler de l'avenir d'Aston Martin et de Mercedes, on prendra quelques nouvelles des Grands Prix, et aussi je vous donnerai un avis personnel sur les présentations des monoplaces. On y va, moteur! Cela courait depuis quelques temps, mais ça y est, c'est fait. Lawrence Stroll est devenu actionnaire majoritaire du constructeur automobile Aston Martin. Le milliardaire canadien associé à un consortium détient près de 7% des parts dans la marque britannique, et de ce fait, Aston Martin fera son retour sur les grilles des Formule 1 pour 2021 et sur le long terme, puisqu'on parle d'une présence de 10 ans à minima. Ce rachat va mettre également un terme au sponsoring entre Aston et Red Bull Racing, mais les deux entités vont malgré tout continuer à travailler ensemble sur le développement et la production de la Valkyrie, la future hypercar du constructeur. De plus, Aston Martin commence déjà à recentrer ses programmes sportifs en mettant fin à son engagement en ETM avec le Air Motorsport. Mais Lawrence Stroll n'en a peut-être pas fini avec ses emplettes dans le paddock de la F1. Il y a quelques jours, une rumeur est revenue sur le devant de la scène en ce qui concerne le milliardaire et Mercedes. Ces rumeurs en question parlent d'un possible retrait de la marque allemande annoncé pour le 12 février lors d'une réunion exceptionnelle du groupe Daimler. Seule l'équipe usine est concernée par ce possible retrait, la cellule moteur étant rentable et court avec des partenariats sur le long terme. Même si tout cela fut démenti par le PDG de Daimler, tout ceci n'est pas à prendre à la légère. Vous allez me dire quel est le lien entre Stroll et Mercedes ? Eh bien, ce lien n'a plus forcément d'exister, vu que le Canadien a enfin pu acquérir Aston Martin, mais avant tout cela, il se murmurait, si on peut dire, que ce dernier aurait pu s'associer avec Toto Wolff pour acquérir l'usine de Brackley si jamais Mercedes devait partir. Ce qui veut dire que Stroll, qui a investi chez Williams, puis chez Racing Point avec sa future usine, pourrait encore aller plus loin en rachetant la structure championne du monde. Donc, il serait impossible de savoir où Aston Martin prendrait ses futurs quartiers. Soit à Silverstone, site actuel de Racing Point, ou à Brackley, là où se situe Mercedes. On pourrait oublier toutes ces rumeurs, mais je n'ai pas envie de les mettre de côté pour plusieurs raisons. Même si c'est démenti, Mercedes n'est pas encore assuré d'être en Formule 1 après 2020, n'ayant pas encore signé les accords Concorde, comme toutes les équipes du plateau vous me direz. Mais de plus, le groupe Daimler doit faire des économies drastiques. On parle plus d'1 milliard de dollars d'économies. C'est énorme. De plus, les nouvelles lois anti-pollution instaurées en Europe pourraient faire du mal aux constructeurs allemands qui seraient obligés de se tourner vers la transition écologique. Il y a aussi les rumeurs sur le contrat de Lewis Hamilton, également démenties par ce dernier. Apparemment, il aurait demandé 60 millions à Mercedes, plus un rôle d'ambassadeur à sa retraite sportive. Et surtout, si jamais Mercedes quitte le championnat, et malgré l'arrivée d'un constructeur, ceci ne serait pas un bon signal envoyé par la Formule 1 et qui pourrait faire écho à ce qui s'est passé en 2009 avec le retrait de Toyota et de BMW. Aston Martin en F1, go! Mercedes, stop! On le saura très prochainement, surtout à cette date fatidique du 12 février. On va parler des Grands Prix de la saison, avec pour commencer le Grand Prix de France qui voit du changement à la tête de sa direction. Gilles Defeigneux, qui aura eu la lourde tâche de ramener la Formule 1 dans l'Hexagone, est remplacé par Éric Boullier, l'ancien team manager de Renault, Lotus et McLaren. Et à son arrivée, Boullier a présenté un nouveau plan de mobilité pour accéder au circuit du Castellet à l'occasion du Grand Prix. Ah, le Castellet! Souvenez-vous de l'édition 2018 et de ces innombrables kilomètres de bouchons pour y accéder. Ah, c'est sûr que ça change de manicourt niveau infrastructure routière. Oh, je suis moqueur, mais il est à voir que l'organisation a pu retenir la leçon et améliorer tout ceci pour 2019 et ça a bien fonctionné. Éric Boullier a donc annoncé un nouveau plan pour cette année en reprenant les bases de 2019, mais en beaucoup mieux. Si vous comptez vous rendre au Castellet cet été, écoutez bien. On va retrouver toujours des navettes gratuites qui tournent tout autour de la région du circuit, qui partiront de Marseille, Toulon, Aix-en-Provence. Et à cette liste, on pourra rajouter Avignon, Draguignan, Nice, et également Bordeaux, Clermont-Ferrand et Montpellier et autres. Et en plus, il y aura des navettes à l'international avec Barcelone, Milan, Amsterdam et même Eindhoven. Et sachez également que des trains en départ de Paris et de Lyon
seront aussi programmés. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à vous rendre sur le site internet de l'événement gpdefrance.com. Il ne reste plus qu'une chose à savoir pour notre Grand Prix national, ce sont les courses support qui seront présentes pour ce week-end-ci. Parce que cette année, on ne retrouvera ni la Formule 2, ni la Formule 3, et la Porsche Super Cup boude également la course. Du côté des autres courses, des rumeurs planent sur la tenue du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Jan Lammers, directeur de la course, a confirmé que celle-ci aura bien lieu, et que la dernière couche d'asphalte du tracé sera posée très prochainement. Bon, c'est vrai que les travaux ont pris du retard en raison des conditions climatiques, mais selon l'ancien pilote, il n'y a aucune inquiétude à avoir, ni même de report. J'espère pour lui parce que sinon tous les supporters de Max Verstappen ne vont pas voir orange mais rouge. Pas d'inquiétude non plus du côté de Hanoï au Vietnam, vu que les travaux sont en avance. Mieux, le bâtiment des stands est pratiquement fini. Il reste encore quelques finitions à réaliser. Si la piste sera prête à temps également, il y a une inquiétude qui plane, avec des tribunes qui pourraient se retrouver clairsemées, voire vides. Eh oui, il reste encore des places à vendre pour ce premier Grand Prix historique du Vietnam. Et cela s'explique du fait que la publicité autour de la course s'est plutôt concentrée sur le public local que l'international. Ça peut se comprendre, le Grand Prix va avoir une base de fans très locale. Et ça commence à prendre son la patronne du circuit, Lee Nong-ji. Je ne sais pas si je prononce bien. Je lui souhaite bon courage car pour l'instant au Vietnam, on se déplace plus en vélo ou en moto plutôt qu'en voiture. Et pour finir ce tournée Grand Prix, c'est celui de Chine qui est surveillé de très près par la FIA à la suite de l'épidémie du coronavirus qui fait déjà plusieurs victimes dans le pays. Plusieurs compétitions sont d'ores et déjà annulées ou reportées. Il ne serait pas étonnant de voir la course à Shanghai subir le même sort, tout comme la Formule E qui doit se rendre également en Chine au mois de mars. Et enfin, on va finir par les présentations des monoplaces 2020 qui approchent à grands pas. Ça commencera le 11 février avec Ferrari, et pendant une semaine, les équipes organiseront des événements à grands coups de jeux de lumière, d'invités, de sponsors, dans des lieux basiques ou exceptionnels. D'ailleurs, Ferrari frappe un grand coup à ce sujet. Ou alors tout simplement devant le garage dès le début des essais hivernaux. Ah, franchement, les présentations, c'est génial, ça lance la saison. On découvre des idées, des formes, des dessins, des couleurs. On se dit que le designer était bourré quand il a eu l'idée de faire un mélange rose, vert fluo, rouge, violet. Ah ouais, le jour où mon pote Wade y voit ça, il fait une syncope. Bon, la plupart du temps, on n'a pas les voitures qui seront à Melbourne. Et encore moins ceux qu'on aura pendant les essais hivernaux. Bah, c'est normal, les équipes travaillent encore la tête dans le guidon pour être d'attaque. D'ailleurs, avec ces présentations éparpillées dans des lieux différents, Liberty Media aurait voulu réunir toutes les voitures sur la grille lors de la première journée d'essai d'hiver, histoire de faire une photo de famille comme il se fait dans les autres catégories. Bon bah les équipes ont refusé, avec comme excuse qu'ils n'avaient pas le temps et qu'ils préfèrent se concentrer sur le peu de roulage qu'ils auront en 2 semaines. Bon dessus, ils n'ont pas tort, alors ça sera partie remise en Australie sûrement. Mais dommage d'avoir refusé une première fois. D'ailleurs, je vais faire simple. Pourquoi ne pas faire une présentation commune avec toutes les équipes au même endroit? Liberty Media pourrait y réfléchir à l'avenir. Ça pourrait coïncider avec leur stratégie de communication qui grandit à une vitesse folle. Imaginez, le temps d'une soirée à Barcelone, vu que c'est là qu'ont lieu les essais en ce moment, les équipes présenteraient chacun leur tour leur voiture. Il y aura aussi des interviews de pilotes, des patrons, des personnalités différentes de la F1. Avec tout ça, tu rajoutes un concert pour le public, une grosse séance de dédicaces, et là tu lances la saison comme il se doit. Bon, alors c'est sûr que faire ça pour des essais hivernaux, je le répète, ça fait beaucoup. Mais cela dit, ça mériterait réflexion quand même. Et ça ne serait pas déconnant de mettre plus en avant ces essais hivernaux, déjà retransmis sur les services F1 TV et même sur Sky Sport F1, avec un paddock plus ouvert, et même des accès très réduits par rapport à un Grand Prix. Franchement, c'est à réfléchir. Le podcast se termine. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à réagir au sujet traité et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour la nouvelle saison qui arrive. On se retrouve bientôt et en vidéo. Merci, bravo et à bientôt.